Bonjour et bienvenue au podcast Sexualité décomplexée. Cette semaine, je reçois Gabrielle Sanson-Premier, partie 1, parce qu'en fait, on a eu une conversation tellement folle, ça a été tellement plaisant que j'ai pas vu le temps passer. Puis j'ai vraiment dépassé mon temps de studio, ce qui fait que l'épisode est quand même très long. Puis je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de le diviser en deux, puis de faire durer le plaisir. Donc, vous aurez accès à la partie 2 la semaine prochaine. Maintenant, Gabrielle a été diplômée en jeu au Conservatoire d'art dramatique de Québec. C'est une personne formidable qui a pas de bon sens, qui touche à tout. Elle fait autant des shows solo, du slam, de la performance, de la poésie, du théâtre, de l'écriture. Moi, j'admire vraiment sa façon de travailler, sa façon de performer son art. Puis Gabrielle et moi, en fait, on s'est rencontrés tout bonnement dans une formation IDEA. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une formation de l'Union des artistes. Puis, quand tu es stagiaire ou membre UDA, ben on te permet d'avoir accès à des formations vraiment à bas prix pour rester actif, te perfectionner dans ton art et tout ça. Donc, les deux, on a pris une formation de création de balado pour justement créer un podcast. Puis, on a commencé à jaser, ça a été super le fun. Puis, il m'a dit, hey, quand il a su que je faisais un podcast sur la sexualité, il m'a dit, hey, mais moi, je fais un cabaret littéraire coquin sur la sexualité, ça tente-tu de venir? J'ai fait, ben oui. Fait que j'étais allée voir le cabaret, puis j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'est tellement bien fait, puis on en parle un peu plus pendant l'épisode, mais honnêtement, je trouve que c'est une idée de génie. Puis, à partir de là, ben, on est resté en contact. Puis, c'est son jase de temps en temps. Puis là, ben, j'étais comme, hey, mais ça te tente-tu de venir au podcast? Puis, elle m'a dit oui. Puis, j'étais vraiment super contente. Puis, ça a été un épisode fantastique. Autant il m'a fait rire que... On est allé dans des zones aussi qu'on n'était jamais allé encore dans le podcast. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses aussi. Ça a été extraordinaire comme épisode, vraiment, comme moment, comme conversation, tout ça. Fait que là-dessus, ben, je vous dis bon épisode. Gabrielle, comment tu vas? Oui. Ça te fait rire? Non, mais c'est parce que c'est sûr que je vais dire ça va bien, tu sais. Parce qu'on a tout le temps tendance à dire ça va bien, la réponse automatique, tu sais. Oui. Mais comment je vais, tu sais, je vais dans une belle direction, tu sais. OK. Ouais. Pas que posé, je suis comme, tu sais, j'ai appris des belles nouvelles récemment ou tout ça, tu sais. J'associe beaucoup comment je vais à comment ça se passe artistiquement, tu sais, par rapport à ma pratique ou ce que j'essaie de faire, tu sais. Puis tout semble bien s'aligner, tu sais. Puis j'ai été dans une grosse passe dernièrement à rattraper, vu que je suis parti en voyage pendant un mois, là, je suis retombé dans des petites affaires ici et là, tu sais, pendant le mois de mai. Fait que là, je suis en train de tout réaligner ça, puis tout se passe bien organiquement. Fait que comment je vais dans la reconnaissance de pouvoir faire exactement ce que je veux dans ma vie. Wow! C'est cool, hein? C'est vraiment une belle réponse. Merci. C'est la première fois que j'ai une réponse aussi élaborée pour cette question-là. Je suis contente. Ben aussi bien, là, tu sais. Ben oui. Me sortir des sentiers battus un peu, là. Complètement. Puis tu veux-tu nous parler un petit peu de c'est quoi les belles nouvelles que tu as reçues? Oui. Si tu as envie de partager. Ben oui, absolument. Déjà, hier soir, c'était la compétition de slam par équipe organisée par Incendie de Parole, Slam Montréal. La compétition de slam par équipe où il y avait une équipe de Québec, nous, l'équipe de Montréal, puis l'équipe de Winnipeg. Puis on a remporté la compétition. Fait que ça, c'est une super belle nouvelle parce que maintenant, dans ma biographie artistique, je peux rajouter championne de slam par équipe du Québec, qui est pas n'importe quel titre. Vraiment pas. Tout. Fait que ça, c'est une belle nouvelle parce que on aime ça dans bio-artistique, name dropper des trucs obtenus, tu sais. Il faut, là. Ben, je veux dire, tu le sais aussi, là. Oui. Comment tu sais, là? Tellement ardu puis difficile, genre. C'est dur de se vendre. En fait, c'est dur de... Il y a plusieurs types de bio, là, mais tu sais, il y en a qui se lancent beaucoup de fleurs, mais qui ont pas tant de trucs à nommer, tu sais. On dirait que je trouve ça touché un peu. Comme c'est plus facile de juste dire voici factuellement ce que j'ai fait ou ce que j'ai gagné plutôt que
juste te donner des compliments. Là. Moi, j'ai de la misère à faire ça. Ben oui, parce que comme t'es pogné pour décrire des fois, tu sais, genre ta démarche artistique un peu vite à travers tout ça, tu sais, mais sans la baquer par des trucs qui ont été faits pour autant, tu sais, des agissements clairs. Puis en même temps, c'est normal aussi que c'est à force d'expérience que tu vas pouvoir intégrer ces expériences-là dedans. Puis tu sais, même, je sais pas, il y a pas si longtemps, mais j'ai été nommé finaliste du prix relève professionnelle de Chaudière-Appalaches parce que j'habite encore à Lévis. OK. Même si je pratique à Québec, j'habite à Lévis. Fait que je suis dans la catégorie Chaudière-Appalaches, pas Capitale-Nationale. J'ai été nommé en relève professionnelle, mais j'ai été finaliste. J'ai pas remporté le truc. Mais tu sais, je marque quand même dans ma bio finaliste parce que c'est quand même quelque chose qui est bien. Mais il y a comme de quoi de bizarre pour moi de marquer finaliste pareil parce que c'est ça. Mais comme j'ai pas remporté le truc, mais je suis quand même nommé pareil. Fait qu'il y a comme un peu de fignolage d'essayer de comme montrer cette personne-là a du bon sens parce qu'il y a de la validation du milieu, tu sais. Mm-hmm. Mais tu sais, la validation du milieu, au final, là, on peut s'en revenir, tu sais. Mais en même temps, c'est le fun d'avoir de la validation aussi. Mais t'es tellement laissé à toi-même des fois que... Ben oui, ben il faut agir, créer ses propres projets puis tout ça. Ça, tu l'apprends un peu sur le tas parce que, c'est ça, même quand on fait une école professionnelle de théâtre, on ne nous apprend pas nécessairement comment ça va se passer au niveau de la création artistique, t'sais. Pas du tout. Moi, j'ai fait 3 ans au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Puis, pendant les 3 années d'études, il n'y a pas une fois où on a parlé de démarche artistique. Ça a été sous-entendu, là, dans les cours d'écriture, tout ça. On a fait de la création, il y en a eu, tu sais, mais on n'a jamais parlé de la nécessité fondamentale dans l'art d'apporter de la démarche artistique. D'avoir une réelle intention, là, puis un traitement de ce qu'on fait. Ce qui fait que ça fait aussi qu'après ça, il y a de quoi où, bon, tout le monde vient copier un peu qu'est-ce qui est fait autour parce que c'est ça qui fonctionne, mais sans avoir réellement un propos ou quoi que ce soit, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est bien correct. Ben, en même temps, c'est un peu dommage aussi. Peut-être qu'à l'UQAM, c'est un peu différent, là, à l'UQAM en jeu. Oui. Oui, ils ont beaucoup de création. Ils réfléchissent beaucoup à tout ça. Ils ont beaucoup le temps de... C'est ça, de brainstormer, si on veut, puis de créer ensemble, versus beaucoup d'autres écoles, comme moi, l'École nationale, c'était comme joue, là. Puis pense à rien. Tu sais, comme, essaye pas de créer, là. Fais juste jouer, là. Tu sais, fais juste, prends ta place, puis c'est ça ta place, puis... Aviez-vous des cours, mettons, de création, quoi que ce soit? Ben, juste en 2e année, on a eu un cours d'écriture. OK. Puis on a eu la chance, mais on est comme la seule cohorte des dernières années à avoir eu cette chance-là de faire un échange avec le Conservatoire de Paris. Puis d'aller comme 2 semaines là-bas, eux de venir 2 semaines ici. Fait que pendant un mois, on créait avec eux. Fait que ça a été incroyable, mais on est les seuls à avoir eu ça. C'est pas tant que ça dans le cursus, mettons. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Fait que s'ils vous forment comme interprète. Ouais. On joue, puis on n'a pas tant notre mot à dire aussi en tant qu'interprète, tu sais, si on a une vision artistique, c'est comme non, c'est pas ta place, là. Exprime-toi pas, puis... Ouais. Même dans le jeu? Ouais. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est normal d'être à une certaine place, mettons, un outil pour la vision de la mise en scène, mettons, là, si on prend dans un contexte théâtral. C'est ça le deal, là. T'es là en tant qu'interprète, fait que tu vas interpréter une partition pour une personne qui a une vision extérieure qui va l'appliquer sur toi. Mais si on considère que l'interprétation est fondamentalement un objet artistique en soi, il y a forcément dans l'interprétation aussi une nécessité à quelque part de démarche artistique aussi. Il ne faut pas que tout le monde soit complètement flyé puis pas au diapason, là. C'est pas ça, tu sais. Mais au final, il y a quand même de quoi où, fondamentalement, dans comment tu trouves ta manière de jouer le texte puis d'embarquer dedans, il y a une certaine démarche là-dedans aussi, tu sais. Mais mettons ça, c'est ça. Oui, pas... tu sais, mais c'est comme, à part quelques rares profs invités qui nous laissaient plus de liberté pour créer des personnages, sinon c'était assez... le metteur en scène a tous les droits, puis on fait juste l'écouter, puis il décide de tout, puis on s'exprime pas tant, là, tu sais. Okay. C'était assez ça, ouais. Avez-vous fait du clown? Non. Non? Non, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Mais
Du clown? On n'a pas fait de jeu masqué, on n'a pas fait de clown. Ouais. On n'a pas fait beaucoup de jeux physiques. Ouais. Mais si, avant, c'était dans le cursus quand c'était en 4 ans. Nous, on est arrivés, c'est devenu 3 ans. Ils ont enlevé beaucoup de choses du programme. Fait que, malheureusement. C'est ça. C'est sûr, ça dépend, mettons, des préférences personnelles, là, tu sais. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est cool quand même dans les bases fondamentales, dans la formation, que c'est cool d'avoir passé à travers, mettons, ben justement, là, c'est juste du clown, parce que si tu vas jouer une comédie après, il y a beaucoup de choses dans avoir fait du clown pendant, mettons, une session complète qui vont être utiles, forcément. Tu peux le trouver à travers la comédie, mais, mettons, le clown te condamne à trouver ça chez toi, tu sais. Fait que c'est comme si y a-t-il un manque à l'École nationale de théâtre en ce sens-là? Ben moi, je pense que oui. Tu sais, on n'a presque pas fait de comédie. On n'a pas joué aucun texte du répertoire québécois en 3 ans. Hein? Ouais. Hein? Ouais. Je pensais que t'allais dire comme en première année, mettons, ou de quoi de même. Non, en 3 ans, parce qu'il y a beaucoup une affaire de on joue les textes des auteurs, tu sais, souvent. Ouais. Fait qu'en fin de 2e année, puis quasiment toute notre 3e année, c'est des textes d'auteurs. Fait que oui, c'est des textes québécois, mais je veux dire, c'est pas du répertoire québécois. Fait que sinon, on faisait plus du classique ou du théâtre américain ou... Mais c'était québécois dans le sens que c'était traduit en québécois, mais que c'était pas la personne qui a écrit le texte. Non, mettons, les shows d'auteurs, c'est les auteurs à l'École nationale qui écrivent les shows, okay, puis on joue leurs shows. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des textes en québécois, écrits par des Québécois, mais c'est pas du répertoire québécois, là. Tu sais, c'est des textes qui viennent d'être écrits, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est plus... Ouais. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, c'est un peu ça, mais il y a de quoi d'en jouer des grandes œuvres québécoises aussi. Qui... Mais juste la relation avec... T'sais, culturellement. Les classiques, là. Les classiques québécois, ils existent, là, pour qu'on joue des classiques français ou américains, mais pourquoi on joue pas des classiques québécois? Après ça a changé pendant qu'on était là pour les autres cohortes, là, pas pour nous, mais ils ont ramené du québécois, là, plus en première, 2e année. C'est parce que le commentaire a été fait? Je pense pas. Il manquait un peu d'écoute envers nos commentaires, mais... mais un grand homme de théâtre est décédé au Québec. Puis ils ont comme réalisé, ils ont fait « Ah ouais, on dirait que... Ouais, on a comme un peu laissé ça de côté, le répertoire québécois. Mais c'est important, dans le fond. » Puis on était comme « Ben oui. » Tu sais, t'es comme « On va ramener ça. » Fait que... Mais je vous le souhaite, là. Ben, pas je te le souhaite dans ta formation, là, mais je veux dire... Au prochain. Ben oui, en général. Là. Ouais. Ben, en tout cas, c'est juste que... C'est normal aussi, mettons, de jouer des textes de des répertoires plus larges, mais il y a tellement de quoi dans le contexte de la mondialisation sur l'américanisation culturelle du Québec qu'il faut, dans les institutions culturelles elles-mêmes, puis qui forment les personnes qui vont faire partie de la culture plus tard, une nécessité de se réapproprier ou s'approprier à la base ce qui a pu être fait au Québec dans le passé aussi. Là. Savoir où on s'en va en sachant d'où on vient, c'est pas juste le fun, là. C'est fondamental. T'sais. Ah, je suis d'accord avec toi. Puis il y avait quelque chose d'absurde dans le fait que, je me souviens plus c'est quelle année, là, mais il y a une cohorte de l'École nationale au complet qui n'a jamais gradué parce qu'ils ont décidé de quitter l'école en 3e année parce que justement, ils jouaient, tu sais, c'est dans les années là, 70 peut-être. Là. Ah, ouais. Comme il y avait rien de québécois, c'était juste du classique, du français international, puis tout ça. Puis il était comme là, nous, on aimerait ça jouer nous-mêmes. Là. On aimerait ça se voir sur scène. Puis l'École nationale a fait, ben non. Fait qu'ils ont fait, ben parfait, on s'en va. Fait qu'ils ont tous décidé de quitter ensemble. Wow. Fait que, ouais. C'est des années genre 70. En tout cas, c'est bien un bail. J'étais comme, pourquoi on est revenu à ça, là, comme 50 ans plus tard? Tu sais, de comme, justement, plus se voir sur scène, tu sais. Mais c'est comme, on dirait, le cycle naturel des choses, tu sais, de revenir dans ces combats-là constamment, tu sais. C'est exactement ça qui s'est passé, là. Ouais. Ce qui est hyper... en tout cas, c'est lourd un peu à constater, tu sais. Je trouve ça, bien dommage, tu sais. Ouais, vraiment. Oui. Ah, bon. OK. Est-ce que tu voudrais me parler de toi, me dire qui tu es, t'as quel âge, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui.
Je suis Gabriel Sanson-Premier. J'ai 25 ans. Né le 7 juillet 1999, quand même, tu sais. Fait que cancer, vu que c'est important de le mentionner. Puis, ce que je fais dans la vie, je suis artiste de création. Principalement dans une approche théâtrale, mais qui est aussi dans la performance, la poésie, le rap game de plus en plus aussi, tranquillement pas vite, à petits pas. Fait que, tu sais, beaucoup dans l'écriture, mais autant l'écriture de texte que l'écriture scénique. Fait que c'est pour ça que c'est artiste de création en général. Puis, mettons, sur ma bio Instagram, puis la bio sur Facebook, il est marqué orchestre théâtral à une personne. Parce J'adore. que les shows solo que je fais, que j'interprète, puis que j'écris, que je mets en scène, c'est un peu ça qui se passe, tu sais. Où, genre, il y a personne qui est là à la régie, puis la régie est directement sur scène, puis c'est moi qui fais toutes les manipulations directement OK, quand même. sur scène. Oui, c'est ça. Ouais, c'est dope, là. Mon premier show solo, c'était ça. Un chien en laisse qui jappe, où, c'est ça, régie d'éclairage, de son, puis, tu sais, Q-Lab, c'était tout directement sur une table qui était avec moi, puis qui faisait partie de la mise en scène, là, dans les déplacements, tout ça, envoyer les Q vidéo. C'était tout à travers ça que ça se passait. Puis ça, c'était pour le premier show solo. Fait que quand le show, il part, je suis tout seul, puis ça tombe juste sur moi, là. Même que c'est ça. Ça fait partie de la démarche artistique parce que quand je m'occupais de faire un chien à l'esquijape, c'est moi qui scannais les billets à l'entrée aussi des personnes. Oui, c'est ça, là. C'est du début jusqu'à la fin. Même à la fin du show, il y a une entrevue avec l'artiste parce qu'au début, les gens sont invités à rester pour l'entrevue à la fin. Il va y avoir un moment de discussion avec l'artiste. Puis c'est moi qui me prends l'entrevue moi-même après. Mais dans l'entrevue, c'est vraiment à la fin du show pour vrai. Fait qu'on comprend vraiment que le show est terminé. Mais je suis encore dans un contexte de représentation pareil parce que je joue autant moi qui viens de finir le show pour vrai, puis je joue moi si j'avais à me recevoir en entrevue, comment est-ce que je serais en tant qu'intervieweur, mettons. Mm-hmm. Fait que je joue vraiment moi en tant qu'intervieweur. Fait que je suis dans deux zones complètement différentes, tu sais, parce que je m'exprime pas du tout pareil à la fin d'un show que pendant l'entrevue. Mais c'est moi volontairement qui est en train de le faire. Puis l'entrevue est vraiment faite de manière, mettons, j'ai des questions déjà établies, mais de manière un peu improvisée, mais un peu prédéterminée aussi. Fait que c'est vraiment comme si à la fin du show, je me reçois moi-même. Est-ce que tu te surprends des fois avec tes questions? Ouais, je joue un peu sur le fait que, genre, la question est surprenante. Je pensais pas qu'on allait aller là, tu sais. Je me réponds ça à moi-même. Fait que c'est un peu... Très méta. Oui, c'est ça. Le show est basé là-dessus aussi, tu sais. Sur le fait qu'on soit un peu dans cette relation-là de méta-théâtre, là. J'ai un propos sur le théâtre contemporain au Québec aussi, dans la représentation, tu sais, ou sur le milieu artistique, puis tout ça, là. Il y a une partie du show complet. Je parle de la banlieue, je parle de mon enfance, puis je parle du milieu artistique. C'est comme les trois grands points qui sont touchés dans ça. OK. Puis, mettons, mon deuxième show solo qui n'est pas encore fait, mais qui s'en vient à premier acte en février 2026. OK. C'est ça qui est une bonne nouvelle récemment aussi, qui fait que je suis bien reconnaissant, comme je disais. Je comprends. Ce show-là s'appelle Le Québec est un pays scandinave. Puis là aussi, comme je dis, orchestre théâtral à une personne. Je suis seul sur scène. Il y a la régie est directement sur scène, mais je contrôle ça pas à travers une console d'éclairage ou tout ça. Je le contrôle à travers comme un jeu vidéo qu'on est en train de designer, que je vais être aux commandes avec une manette sur scène de ça. Puis l'écran derrière moi, ça va être le fond de scène au complet, où si, mettons, on veut faire jouer un vidéo pendant le spectacle, je vais me déplacer avec le personnage en first-person view dans le monde du jeu vidéo qui a été créé, puis je vais aller genre jusque sur le mur où le vidéo est affiché, puis je vais comme me mettre devant. Fait que, tu sais, je contrôle le son puis la vidéo, mais d'une autre manière, tu sais, à travers un jeu vidéo en direct. Tu sais. Wow. Fait qu'on est encore dans l'orchestre théâtral à une personne, mais je me condamne pas à la forme de, mettons, régie sur scène. Mm-hmm. Là, ça devient contrôlé à travers un jeu vidéo. Wow. Puis, ça. est-ce que tu fais aussi ta mise en scène dans ce show-là? Oui.
Comment Ouais. tu fais pour faire ça? On dirait que je comprends pas. Tu peux pas te voir, là, t'as aucun recul. Comment tu fais? Ben, mettons, c'est à force d'avoir fait mettons, des présentations de 10-15 minutes que j'ai bougé davantage dans l'espace. Je commençais déjà à en faire un peu quand j'étais au conservatoire, puis tout ça. Puis après le conservatoire, j'en ai fait davantage. Puis là, à force de le faire, il y a des idées claires dans ma tête qui sont là. Fait que j'essaie de reproduire l'image le plus possible. Puis c'est ça, naturellement, je suis capable de voir un peu l'effet que ça donne, mais j'ai quand même des concepteurs vidéo, comme mon ami qui fait le jeu vidéo, il a fait la conception vidéo de mon premier show aussi. Ok. Puis on travaille sur le jeu, là. Mais j'ai un concepteur technique aussi qui m'aide, fait que je les mets dans le décor à ma place, puis là, je vais voir à quoi ça ressemble de l'œil extérieur aussi, où je leur demande leur impression de ça. Fait que ça se passe quand même en équipe, tout ça pareil. Mais il y a comme de quoi où naturellement, je le sens quand même qu'est-ce que ça peut donner, tu sais. Puis c'est Ok. tant que j'ai comme du plaisir à le faire, puis qu'on est comme dans bonne image en général, ça va finir par se passer quand même, là. Il y a un chemin qui va se tracer, tu sais. Mais pour ces shows-là, vu que c'est des shows solo, je me verrais pas faire la mise en scène, je me verrais pas écrire ce que je dis, vu que je parle de moi, puis je me verrais pas l'interpréter. Puis en plus, vu que je fais la mise en scène, ben, j'ai une vision de la scénographie aussi, fait que je fais aussi la scénographie du show. Mais pour ce qui est de la conception sonore, vidéo puis technique, il y a d'autres personnes qui m'aident à faire ça parce qu'à un moment donné, je peux pas tout porter. Mais non. Parce que je Mon produis Dieu. les spectacles aussi. Fait que je porte 5 chapeaux généralement quand je fais mes spectacles. C'est énorme, là. Ben c'est beaucoup, mais tu sais, moi je ferais pas autre chose que ça non plus. C'est plus exactement ce que je veux faire avec ça. Puis c'est pas pour imposer ma vision, c'est juste naturellement, c'est tout le temps ça que j'ai aimé faire aussi. Parce que l'origin story de tout ça, là, c'est que quand j'étais jeune, puis qu'on avait des rassemblements de famille, mettons, dans l'après-midi, tout ça, puis que mes grands-parents, avec mes oncles, mes tantes, ils jouaient aux cartes chez mes grands-parents, dehors, tu sais, c'est la galerie, tout ça. Puis ça jouait au Joffre. Puis là, moi, j'étais dans le sous-sol, puis là, je sortais du bac à costume, tu sais, genre des robes, des talons, tout ça, je m'habillais en personnage, puis là, je préparais un genre de sketch, puis là, j'allais le présenter devant eux autres, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je fais juste la version avec du budget de ce que je faisais déjà naturellement quand j'étais très jeune, tu sais. Fait que ça a tout le temps été ça. Ça part souvent de là. Ben oui. Ben oui. C'est ça, là. Moi, je fais juste, tu sais, vivre mes rêves, mes désirs tels quels, là. Je me force pas à le faire ou je sens pas que... C'est pour ça aussi là, qu'il faut jamais que ça devienne une job, là, tu sais. Ouais. C'est une profession ou c'est... En tout cas, il y a mille manières de le dire différentes, mais l'angle d'approche, pour moi, ça se passe naturellement. Fait qu'il faut tout que ce qui en résulte aussi soit organique à travers ça, tu sais. Fait que je bâtis pas ma carrière sur du PR. C'est ça, t'es pas stratégique, là. Tu sais, tu fais ce qui te tente, puis c'est Ouais. tout. C'est ça. Ouais. Mais c'est un peu ça. S'il y a une stratégie, c'est ça. C'est de faire ce qui me tente. Je Fait que ça, comprends. c'est quand même fait consciemment. Mais en dehors de ça, c'est pas plus que ça non plus, tu sais. Fait que... Ben, c'est parce que sinon c'est ça. C'est que je finirais par me tanner plus rapidement. Puis j'ai pas envie de me tanner de, comme, la chose qui vient, comme, le plus me faire du bien, tu sais. Ben oui, je Qui comprends. me fait sentir vivant, tu sais. Puis c'est de le faire là, autant au moment de création que pendant que je suis en train d'interpréter, tu sais. C'est ces moments-là qui sont incroyables. Puis après ça, c'est ça, là, tu sais, même une remise de prix ou tout ça, tu sais, je veux dire, je suis pas condamné à vouloir obtenir des prix puis cette validation-là, tu sais. C'est le fun, là, se faire applaudir à la fin de son shift, là. C'est rare, là, que c'est pas tout le monde qui a un métier où ça arrive. C'est sûr. Mais est-ce que j'apprécie ça particulièrement, ces moments-là, pour le contact humain? Là? Oui. Mais pas pour tout le reste. Ouais. Moi, le contact humain, justement, là, j'ai fait 1 mois où j'étais allé 2 semaines à Brazzaville, 2 semaines à Bamako, puis rencontrer les artistes là-bas. C'était le rapport humain que j'ai le plus apprécié, là. Puis c'est à travers les gens que j'ai rencontrés que j'ai pu ressentir quelque chose de... Ben, c'est ça, là, d'incroyable puis d'hyper touchant
qui a fait que ça a eu, mettons, un impact quand même sur ma vision artistique de ce que j'ai à proposer. Là. Déjà, je suis dédié à ce que je fais artistiquement, mais j'ai senti que j'allais être capable de pouvoir pousser davantage exactement ce que je voulais faire parce que j'ai vu des artistes là-bas se dédier justement 100% à leur pratique artistique, d'arriver sur scène puis de tout tenir la salle comme ça, tu sais, naturellement. Puis ça, c'est comme hyper beau à voir. Fait que là, je peux pas comme en être témoin, le constater, me dire que j'aimerais ça vouloir me rendre là puis pas essayer de me rendre là en retour. Fait que c'est ça, là, tu sais. Je veux dire, au jour le jour, même ici, à la fin des spectacles, tu sais, il y a des félicitations puis tout ça, mais ça va quand même être le moment de discussion tel quel où on parlait de tout et n'importe quoi que je vais préférer parce que c'est quand même le moment de contact humain, tu sais. Fait que c'est même pas par rapport à... C'est ça, là, se faire dire bravo. T'attends pas que quelqu'un te dise hey, « j'ai vraiment aimé ça » puis qu'il parle juste du show, tu sais. Non, c'est ça. J'aime mieux que moi puis les personnes avec qui j'ai travaillé, on ait aimé ce qu'on a fait. Puis si c'est ça, c'est ben en masse déjà, tu sais. C'est cool, là, je cacherai pas, j'apprécie que les gens apprécient aussi, tu sais. C'est parfait, puis c'est autant mieux parce que tu veux que les gens apprécient, tu sais. Mais normalement, quand t'apprécies de manière intrinsèque à travers toi ce que tu fais, ben ça vient aussi à être au diapason avec le ressenti des autres, tu sais. Fait que t'es aussi bien de le considérer pour toi d'abord, puis ça viendra après, là, tu sais. C'est vrai, mais je trouve que c'est sage parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, là. Je trouve ça difficile, moi. La création, là. Ouais. C'est comme, on dirait qu'en tant que comédienne, ça me dérange moins que les gens aient pas aimé ça, mais si je crée quelque chose, j'écris quelque chose, puis je le mets en scène, puis que les gens aiment pas ça, là, on dirait que je veux mourir. Ah oui? Mais je l'ai peut-être pas fait beaucoup non plus, là, dans le sens que c'est tellement nouveau pour moi que... Ça a toujours été là, j'ai toujours voulu le faire, mais j'ai eu quelques rares petits projets, là, puis on dirait que je suis comme, je sais pas, c'est très vulnérabilisant, je trouve. Mais tu sais, ce podcast-là, c'est un contexte de création, là. C'est vrai. Ça en est. Ben, c'est vrai. C'est vrai, mais oui. C'est vrai, ça l'est. Ça en est, tu sais, c'est un projet vrai, bâti, tout ça. Ben, je veux dire, c'est un médium qui se travaille de plus en plus parce que c'est arrivé il y a quoi, une vingtaine d'années, là, tu sais, les podcasts, là, tu sais. Puis là, c'est en train d'embarquer, mais c'est définitivement un médium qui est, ben, c'est ça, là, artistique au sens large et très précis, tout dépendant de l'approche, tu sais. Fait que t'es dans un contexte de création pareil en faisant ça. Ben oui, t'as raison. T'sais. Fait que déjà là, il y a une certaine pratique à travers ça aussi, tu sais. Ouais. Fait que c'est déjà une belle petite victoire en soi, tu sais. Absolument. T'as raison. Ben oui. Je l'avais pas vu de même, mais oui, c'est vrai. Oui, ben oui. T'es une créatrice. Super. Ben là-dessus, entrons dans le sujet. Oui. T'es prêt? Ben oui. Super. Est-ce que parler de sexe, c'est quelque chose qui est tabou pour toi ou est-ce que ça l'a déjà été? Oui, ça l'a déjà été. Ça l'a été pendant longtemps quand même. Là, je dirais que ça l'a été... ça l'a été, en fait, jusqu'à temps que je commence à travailler, mettons, dans le milieu artistique, où là, j'étais entouré, mettons, de personnes qui osaient en parler davantage, mais aussi, surtout, des personnes queer. Ce qui a fait que moi aussi, j'ai, mettons, vu des personnes être capables de parler de leur identité, tu sais, du non-genre. Puis avoir ces discussions-là aussi, ça a fait que j'ai pu avoir une aisance plus grande à parler de ces sujets-là naturellement aussi, où j'ai été capable, moi, par rapport au milieu artistique aussi, sans faire de coming out et tout ça, mais d'assumer la non-binarité de la personne que je suis grâce à d'autres personnes que j'ai vues autour de moi m'amener là-dedans, tu sais. Parce que là, je parle de la sexualité, mais la relation avec le genre puis tout ça, c'est comme tout interrelié au final. Oui, absolument. Fait qu'il y a beaucoup là-dedans, tu sais. Puis ça m'a aidé à en parler beaucoup plus, mettons, sensiblement et donc réellement. Parce que quand t'es au primaire ou au secondaire, avec ta gang de boys, justement, tu sais, il y a tu sais, les... Puis là, on me contredira, tu sais, mais les gars, entre eux autres, parlent pas de sexualité, tu sais. Ils parlent pas de sexualité, point, là. Il y a jamais personne qui parle de sexualité même entre pas deux, là, entre
Même pas de manière performative, du genre... De manière performative, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas... C'est dans l'image, puis... C'est pas dans la sincérité, là. Non, puis c'est balayé rapidement aussi, là. Il y a aucun détail qui est donné d'aucune manière possible. Mm-hmm. C'est vraiment dans une représentation de ça. Fait que c'est pas vraiment... C'est ça. Oui, c'est en parler, là, mais si c'est en parler sur la première couche disponible et que ça, il y a un malaise généralisé de parler davantage de quoi que ce soit, tu sais. Puis les moments où ça va arriver, ça va être dans des moments plus d'ivresse puis tout ça, tu sais. Mais même si t'es chaumarde ou batté, tout ça, tu rentreras pas dans, c'est ça, là, la sensibilité ou le rapport de communication avec l'autre. Tandis que quand j'ai été plus plongé dans le milieu artistique, ben j'ai eu beaucoup plus d'amis filles puis queer que ce qui était le cas au primaire puis au secondaire. Ce qui fait que forcément, à travers ça, j'ai entendu beaucoup plus de discussions qui étaient directement, c'est ça, des rapports d'échange sur la sexualité. Puis là, c'était la première fois que je constatais à quel point, c'était, parler sans tabou dans une discussion, classique, entre filles, tu sais. Mais de pouvoir être témoin de ça, ben tu dis, c'est vrai qu'on dit que les filles en parlent plus facilement, mais de le constater pour vrai, tu dis, OK, c'est très, très vrai que c'est complètement un autre monde. Parce que on va parler de comment c'était, mais genre comment la soirée s'est déroulée, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que toi t'as fait, t'es habillé comment, tout ça, tu sais, tout ça, là, ces détails-là, là, j'ai jamais entendu ça dans une discussion entre boys de ma calice de vie, là, ça n'arrive pas, tu sais. C'est pas de même que c'est traité, jamais. Puis, c'est ça. Est-ce que c'est problématique ou tout ça? Forcément que oui, à quelque part, là, tu sais. Mais... ça a fait que d'être témoin justement de des discussions comme ça m'a aidé moi aussi à être capable déjà d'entendre ces discussions-là pour la première fois. Fait que d'être capable de participer aussi un peu plus à tout ça. Mais il y a tout le temps une place aussi où avoir été socialisé en tant qu'homme, j'ai eu de la difficulté à participer aussi ouvertement ou sensiblement à ces discussions-là avec mes amis, même quand j'étais plus à l'aise d'être à travers elles. Puis que j'aimais beaucoup ces discussions-là, là. Parce que j'adore la sensibilité en général, puis donc artistiquement aussi, tu sais, puis ça en fait partie au plan de vue humain. Fait que c'est vraiment là, quand que là, maintenant, je suis à l'aise d'en parler, c'est à travers le Cabaret Coquin, qui est un spectacle que je fais avec Marie-Claude Joannis, où on parle sur scène de sexualité de manière décomplexée, puis on parle de sexualité, mais on parle de désir, d'amour, puis tout ce qui touche à ça au sens large, puis de pouvoir avoir des artistes sur scène qui viennent comme, justement, être vulnérables pendant un certain moment, mais partager autour de ça, ça fait que, forcément, en amont, puis après les spectacles, on continue d'en parler aussi. Puis donc, là, étant donné qu'on produit le spectacle puis qu'on l'anime, j'ai eu à avoir des discussions avec Marie-Claude sur nos sexualités entre nous, naturellement, parce qu'on en parle, parce que c'est ça le sujet, mais avec les artistes aussi avec qui qu'on était. Fait que c'est nouveau dans ma vie que je suis à l'aise de parler de sexualité réellement, mais il y a quand même de quoi où je dois travailler à travers tous mes réflexes qui sont intériorisés quand même, comme s'il y avait un malaise par rapport à ça, tu sais. Je comprends. Et là, on a abordé beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Mais ça fait un bon portrait quand même de cette patente-là. Mais je veux aller plus en détail dans certains sujets. Vas-y. Mais premièrement, comment tu as découvert, en fait, ton identité sexuelle? Est-ce que c'est vraiment arrivé sur le tard, un peu quand tu as commencé à jaser de sexualité, ou tu le savais un peu avant, mais c'était plus tabou? Là, si tu dis par rapport à l'identité sexuelle, mettons... Comme identité moi, de genre et orientation sexuelle, mettons? Oui, tout ça. C'est ça, c'est arrivé comme par étapes, parce que pour moi, c'était déjà clair, mettons, dès l'école primaire, que j'étais attiré sexuellement envers les femmes. Là, aujourd'hui, il faudrait le nommer différemment, parce que c'est ça, ça s'est comme précisé ou élargi, tout dépendant comment qu'on le voit, là. Mais que j'étais attiré sexuellement envers la féminité, tu sais. La représentation de la féminité, pour moi, est quelque chose qui vient me chercher sexuellement. Fait que ça a toujours été ça. Puis, par la suite, par rapport à mon identité de genre, il y a certains questionnements qui étaient déjà là
chez moi dès le départ aussi, mais qui était tué naturellement par rapport à comment je me sentais aussi, tu sais, parce que ça, j'ai vécu beaucoup d'intimidation quand j'étais plus jeune, puis notamment, une des choses qui était relevée, c'était, mettons, des insultes homophobes à mon égard. Fait que là, il y avait comme toute la question de est-ce que les personnes sont homophobes envers moi parce que je serais homosexuel, alors que pour moi, c'est clair que j'étais pas homosexuel pour autant. Mais étant donné que socialement, on associe beaucoup le sexe et le genre comme une même chose, puis c'est ça aussi qui est à pas décomplexer, mais juste à clarifier, c'est que c'est ça, le sexe et le genre sont deux choses qui sont distinctes. Ben que vu que j'avais des actions qui n'étaient pas cadrées que à travers quelque chose de fondamentalement masculin, ben forcément, il y avait de quoi qui était déréglé par rapport à mon identité sexuelle. Mais en fait, c'est pas ça, c'était par rapport à mon identité de genre. Puis j'ai comme fini par le comprendre. Mais c'est des termes je sais même pas si ça existait il y a quoi, 15-20 ans? C'est dans le sens qu'on n'entendait pas du tout parler de ça, là. Ça a été... en fait, c'est encore à l'étude dans les universités, le rapport au genre, puis au sexe aussi, là, dans cette optique-là. C'est venu avec différentes vagues de féminisme aussi, tu sais. Fait qu'on est encore dans l'analyse, puis, mettons, écrire des essais sur le genre à ce jour. Fait que même si, mettons, les termes existent depuis un certain temps, on est en ce moment même dans, mettons, les avancées sociales autour de ces questions-là, tu sais. On est vraiment dans le même rapport, mettons, que dans ce cas-ci, mettons, les hommes homosexuels ont pu vivre lorsqu'il y a eu la libération des gays au sens social. Quand ça s'est pu arriver, il y a comme d'autres événements qui ont pu arriver par la suite pour la communauté queer en général. Mais ça a commencé par les hommes homosexuels et ainsi de suite. Mais donc, aujourd'hui, pour les personnes queer, pour les personnes trans, on est exactement à ce point-là que les hommes homosexuels ont pu vivre il y a un certain temps. On est rendu là, tu sais. Fait que les homosexuels sont plus directement pointés du doigt comme un fardeau de la société, mais à la place, c'est juste devenu un nouveau bouc émissaire qui est les personnes trans, tu sais. Ouais. Je dis pas que les personnes homosexuelles ne vivent pas de discrimination, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il y a une nestie différence entre la discrimination qui existait auparavant versus aujourd'hui, parce que ce qui est repris dans les médias, c'est davantage sur les personnes queer puis les personnes trans. Fait qu'on est juste rendu là, tu sais. Ouais. Fait que ça devait être difficile pour toi quand même au primaire. Tous ces termes-là n'existent pas. Puis tu étais un peu dans un brouillard de... T'as rien à... Tu sais, tu peux te rattacher à rien là, pour comprendre ce que tu vis. Oui. Je sais pas exactement ce qu'il y en est. Je sais pas... Tu sais, je veux dire... T'es maniéré d'une certaine manière, puis t'essayes de pas t'en défaire, mais de pas trop te représenter à travers ça, mais naturellement, t'es porté aussi à juste agir comme que t'es. Puis là, il y a comme un gênement de foutisme qui a fini par embarquer chez moi où j'ai juste, tu sais, choisi de vivre ma vie comme ça allait l'être, tu sais. Mais ça, c'était un choix de le vivre dans l'adversité aussi, parce que la représentation sociale de qui j'étais correspondait pas à ce que les personnes voulaient que ce soit chez moi, tu sais. Fait que tu te fais pointer du doigt constamment aussi à travers ça. Mais justement, c'est dans mon parcours au conservatoire pendant ces 3 années-là de pouvoir avoir eu beaucoup plus de discussions autour de ça, tu sais, puis avoir constaté des personnes qui étaient ouvertement queer, donc non-binaire, ou tout le chapeau, justement, sur le terme queer, là, pas queer, mais le grand terme queer, la communauté. Que là, j'étais plus à l'aise de moi-même me poser ces questions-là. Puis, il y a un événement marquant qui est arrivé qui a fait en sorte que ça puisse, mettons, se déclencher chez moi, qui est, mettons, il y a un comité au conservatoire d'élèves qui avait choisi d'organiser une discussion dans un contexte de safe space pour les femmes du conservatoire pour qu'elles puissent parler
de plusieurs réalités, autant au niveau de contexte artistique que la place des femmes au sein du conservatoire. Mais dans ce safe space-là, il y avait aussi des personnes qui étaient, mettons, qui n'avaient pas encore nommé ou outé leur identité queer à ce moment-là, mais qui faisaient partie de ces cercles-là aussi, mais qui étaient des personnes qui étaient assignées femmes à la naissance. Et donc, dans ce rapport-là, ça fait que j'ai constaté qu'il y avait un cercle de discussion dans un contexte de safe space où il y avait des personnes queer qui faisaient partie des discussions, puis des femmes qui étaient là aussi. Puis, il n'y a jamais eu de communication pour que toute autre, mettons, personne queer qui serait pas à l'aise de le nommer tout de suite, mais qui voudrait faire partie de cet échange-là, puisse y participer. Puis moi, c'est que ça m'aurait fait beaucoup de bien de pouvoir être là. Mais à ce moment-là, c'était pas clair pour moi mon identité elle-même, mais juste avoir cette main tendue-là aurait fait beaucoup de bien, tu sais. Puis là, il y a comme une place où ce questionnement-là de pourquoi est-ce que je tiens autant à vouloir faire partie de cette discussion-là est arrivé. Puis là, c'était comme dans un esprit de rapport avec ça où j'essayais de me rattacher aussi, où j'étais comme, tu sais, il y a un endroit où j'aurais aimé ça, entendre parler de ça, mais c'est que j'aurais eu des choses à dire aussi moi-même dans tout ça, mais il n'y avait pas la place qui était là. Puis là, tu sais, il y a des personnes qui m'ont répondu aussi que, étant donné que je me présente avec un style masculin, faut que je m'attende aussi à pas être invité dans ces contextes de cercle-là. Mais tu sais, étant donné que ben là, c'est ça, là, on rentre dans mon rapport avec ça, mais que le non-genre n'a pas de visage. Fait que même si dans une représentation d'un genre masculin, au final, la personne que t'es fondamentalement doit avoir une place où elle peut être inclue dans un contexte de safe space aussi, parce que sinon, on est en train de créer, mettons, des clivages entre les groupes plutôt que nous unir collectivement pour ça. Fait qu'il y a une place où c'était très tendu pour moi, même le débat dans ma tête par rapport à ça. Mais ça a fait que ça a provoqué rapidement comment est-ce que je me sens, moi, à travers tout ça. Puis là, j'ai commencé à utiliser des accords non-genrés ou alternés pour parler de moi. Puis là, rapidement, mes amis les plus proches avec qui j'osais le faire, parce que je le faisais pas avec tout le monde, on s'entend, ont comme commencé à catcher que j'étais en train de faire ça par rapport à moi. Puis ont naturellement embarqué là-dedans aussi, ce qui a pu apporter des discussions par la suite, tu sais. Mais c'était comme très malaisant puis confrontant pour moi au début. Genre, je pognais des grosses vagues de chaleur qui te pognent d'un coup, tu sais. Quand j'arrivais juste pour dire, je serais, mettons, juste dire, je serais bien contente si on ferait ça. Juste dire, je serais bien contente. Puis comme, appuie dessus, mais pas trop. Puis là, savoir que je m'enligne pour le dire, puis essayer que ça passe comme naturellement aussi, c'était hyper confrontant. Fait qu'il y a beaucoup là-dedans qui a été du chemin qui a été fait, mais à travers des personnes qui avaient la réceptivité pour ça. Puis c'est avec cette personne-là, après, du conservatoire, que j'ai pu parler sur, justement, là, la discussion qu'il y avait eu dans le contexte de Safe Space, puis que moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait juste, je sais pas, un petit courriel envoyé à tout le monde pour dire « Hey, si jamais vous sentez que vous avez une place dans cette discussion-là, sentez-vous libre d'écrire un message, je sais pas, au comité qui l'organise, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en est à travers votre demande, puis tout ça, tu sais. » Mais il y avait moyen de tendre la main davantage, tu sais. Puis là, j'étais comme, on peut pas me taper sur la main encore par rapport à qui je suis, parce que j'étais trop dans un rapport aussi de ce questionnement sur soi. En plus que t'es dans un contexte d'être interprète au conservatoire. Ouais, c'est beaucoup, là. C'est gros, là. Il y a beaucoup de choses tout en même temps qui étaient accumulées. Mais si c'était pas ces personnes-là, ça serait jamais... Ben pas ça serait jamais arrivé, mais je veux dire, ça aurait jamais été à ce moment-là. Puis c'était comme le bon moment pour que ça arrive aussi. Parce que ça fait qu'en sortant du conservatoire, pour moi, mon rapport avec mon identité de genre était beaucoup plus clair qu'en rentrant. Fait que ça a fait du bien aussi. Mais, tu sais, ça s'est vécu un peu dans un genre de confrontation par rapport à la performance de la bienveillance
des autres par rapport à mon réel besoin qu'on ait de la bienveillance envers moi, tu sais. Il y a eu un genre de clash là-dedans, tu sais. Fait que c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, naturellement aussi, là, je reviens au texte que j'écris, mettons, tu sais, mais dans ce que j'écris, je critique beaucoup, mettons, les pensées conservatrices de droite puis tout ça, mais j'ai aussi une critique sur les mouvements de gauche aussi, tu sais. Parce que il y a une place... Ils peuvent être maladroits, des fois, là. Ben c'est ça. Puis c'est correct aussi, mais c'est juste que moi, je suis beaucoup plus dans une volonté, une philosophie de... C'est ça, tendre la main, s'ouvrir aux autres, en général, parce que tu regrettes jamais ça. Tu sais, il y a jamais de moment où s'ouvrir davantage ou partager, avoir des discussions, revient à être mal considéré par la suite. Tu sais. Même dans un contexte relationnel, tu vas être en couple avec quelqu'un, de nommer les choses, parler avec cette personne-là, tu regretteras jamais. Puis en dehors d'un contexte relationnel juste amical, si tu as un conflit avec quelqu'un, d'arriver puis prendre la peine de parler des choses, les nommer avec l'autre, il n'y a aucun moment où tu regrettes de l'avoir fait parce que tu le fais puis tu agis là-dessus. Ça a été difficile, ça a été éprouvant, mais tu le fais pareil. Tu sais. Fait qu'il faut faire attention de prôner l'ouverture, mais de créer des contextes de fermeture aussi, parce que ça, c'est des doubles standards, puis beaucoup dans, c'est ça, les mouvements progressistes, qui est des doubles standards des fois, ce qui est correct ultimement, là, d'être un peu là-dedans, mais moi, j'essaie, en général, qu'il n'y en ait pas autour de moi de doubles standards pour quoi que ce soit, qui est hyper... difficile. Oui, parce qu'il y a des doubles standards établis par la société. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est un méchant gros défi, là. Oui, mais tu sais, quand tu tombes dans, mettons, un contexte de création artistique en groupe, avec plusieurs personnes, mettons, puis on fait un show de gang, ben si c'est moi qui dirige ou qui produit ce show-là de gang, ben je vais essayer qu'on soit dans un contexte, mettons, d'ouverture réelle puis de considération de chaque personne, tu sais. Fait que là, c'est ça revient à la notion de safe space, mais c'est d'être capable d'entrer là-dedans entre nous autres. Fait que oui, mettons, le monde qui nous entoure peut être problématique pour plein de raisons, mais quand on prend la peine de se rejoindre puis qu'on fait ce choix-là, ben au moins dans cette petite bulle-là, pouvons-nous nous permettre d'être comme considérés en général. Fait que c'est ça, c'est pas simple, mais il y a moyen de vouloir quand même puis d'agir là-dessus aussi, pas juste le prétendre, tu sais. Ouais, je comprends. Puis j'aimerais ça revenir aussi sur quelque chose que tu as dit, dans le sens où, tu sais, mettons qu'on te regarde, on pourrait pas nécessairement... C'est super touché, un peu comme tu l'as dit, là, dans le sens que la non-binarité n'a pas de visage. Là. Ouais. Mais souvent, les gens doivent penser, t'associer au genre masculin la majorité du temps. Oui. Puis, tu sais, comment tu vis avec ça? Tu trouves ça lourd ou ça te dérange pas? Ben moi, j'ai vécu avec le fait que les gens considèrent que j'avais le genre masculin, mettons, toute ma vie. Fait que je suis comme habitué à ça par défaut. C'est ça parce que c'est ça. Fait que au final, ce que les autres, mettons, projettent sur moi, vu que ça a été ça pour d'autres raisons aussi, mais justement, dans mon enfance puis tout ça, au primaire, ce que les autres projetaient sur moi, je me suis habitué à m'en câlisser. Fait que, encore là, aujourd'hui, même si c'est ça, je vais quand même m'en câlisser pareil, tu sais. Je vais pas le faire comme un de mes combats principaux de devoir, mettons, éduquer chaque personne que je croise, parce que psychologiquement, ça devient hyper épuisant. Puis il y a des personnes aussi, des personnes queer dans mon entourage qui ont été pendant une certaine période beaucoup dans la volonté d'éduquer l'autre spontanément s'ils sentaient que c'était une personne, justement, qui fait partie du milieu artistique ou tout ça, ou juste glisser quelque chose, tu sais. Mais on s'épuise beaucoup à faire ça. Puis, étant donné que ma vision des choses, c'est que faut qu'on en vienne à une place où ça devient naturel aussi d'utiliser un langage qui est inclusif en général, puis de considérer chaque personne telle qu'elle est sans tomber dans un rapport de, justement, là, associé au sexe à la naissance. Ben, d'être capable de, naturellement, pas tomber
dans quelque chose qui est comme confrontant ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que moi, dans tout ça, j'essaie de laisser ça aller, puis qu'au moins moi, ce que je dirais, puis la manière que je vais parler en général sera dans une inclusion, tu sais. Je vais commencer par faire ce travail-là sur moi, puis ça va être déjà ça, tu sais. Puis, par rapport à ce que tu dis, tu sais, moi, j'ai un texte en particulier qui va être présent dans mon deuxième spectacle solo, mais qui s'appelle justement Le non-genre n'a pas de visage. Puis ce texte-là, je l'ai écrit parce que après une certaine discussion, j'ai été engagé pour être artiste invité sur un show qu'on faisait collectivement. Puis j'ai dû mentionner à un moment donné, pendant le travail de table, mettons, le fait que j'étais moins à l'aise d'être mis dans une certaine position par rapport à un texte qui était écrit de dialogue comme l'homme de service dans ce contexte-là, parce qu'on jouait nos propres rôles. OK. Puis là, je voulais juste comme clarifier que j'étais une personne non-binaire dans tout ça. Fait que de dire que j'étais comme l'homme là-dedans, il y a comme de quoi où ça contredisait, parce qu'on voulait que ce soit un peu une approche documentaire. Fait que là, c'est comme erroné, tu sais. Mm-hmm. Puis là, la personne qui avait écrit ce texte-là, on est allé à part, puis là, on s'est parlé, puis là, elle m'a dit, tu sais, vu de ce que t'as de l'air, faut que tu t'attendes que les gens te voient comme un homme, puis que tu sois traité comme un homme. Puis ça m'a fait très mal entendre ça sur le coup. Surtout que cette personne-là avait une volonté d'ouverture, puis de communication, puis qui prône des valeurs, c'est ça, là, d'ouverture, là, puis toute la patente qu'il y avait. Puis là, me faire dire ça comme ça, naturellement, j'étais arrivé un peu choqué de ça, tu sais. Choqué dans les deux sens, là, autant en tabarnak que déstabilisé. Puis j'ai écrit ce texte-là, qui est « Le non-genre n'a pas de visage ». C'est pas si long que ça, si tu veux. Je peux te le faire, là, si tu veux, là, tu sais. C'est vrai? Ben non, mais c'est pas... ça Ben dure oui. une minute, même pas, là. OK. C'est ça. Si à tes yeux, je me présente avec le genre masculin, alors qu'à nos rencontres, je te parle de mes pronoms, dis-moi comment m'adapter à ton regard pour clarifier mon identité. Quand je vais porter des bralettes puis des bas collants, que j'aurais donné à une friperie mon sac de chemise du Simons, quand mon eyeshadow va overstage mes boucles d'oreilles, que j'aurai autant de glitter sur moi qu'une armoire à bricolage, quand je vais avoir passé la hache dans ma moustache, arracher la racine de chaque poil que j'ai tout le tour du menton. J'espère que ça va être en masse de sacrifices, que j'aille hijacker mon apparence pour tuer l'homme que toi seul vois en moi. Voilà, c'est ça. Aïe, aïe. C'est ça. Fait que ça... Mais c'est puissant, c'est vraiment puissant comme texte. Yo, merci. Mais vois-tu, ça, je l'ai écrit après cette discussion-là, parce que ça a comme été c'est ça, la goutte qui a fait déborder le vase de plusieurs affaires accumulées, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Ce que je pense est résumé dans ce texte-là, mais qu'il n'y a pas de manière de représenter le non-genre. Le genre lui-même est vu comme une masse sociale et donc quelque chose de performatif. Mais donc, si on considère une personne non-genrée, ben il faut pas qu'on s'attende à ce qu'une personne non-binaire, non-genrée, soit dans la performance d'un non-genre et donc représente des codes, une codification reliée au non-genre. Donc, si cette personne-là a le sexe masculin, qu'elle soit appareillée d'une manière davantage féminine pour contrer le sexe assigné à la naissance, puis inversement, une personne avec le sexe féminin, d'arriver avec des looks qui sont reliés au genre masculin pour contrer son sexe féminin. On revient à représenter la non-binarité d'une manière précise, fait que ça devient juste comme un troisième genre, alors que c'est pas la question du troisième genre, c'est la question du non-genre pour se détacher de la codification, de la représentation par le sexe de des comportements qui sont associés dès l'enfance. C'est cette patente-là, tu sais. Fait que je comprends qu'on peut voir comme un homme, c'est bien correct, il n'y a pas de souci, tu sais. Mais au final, c'est pas le cas. Fait qu'il faut pas qu'on s'attende à ce que moi, je veuille
donner le message que c'est pas ça non plus, tu sais. On va s'en parler, tu sais. On va s'en parler parce que c'est à travers la discussion, c'est à travers moi, comment je m'exprime, à travers mes mots, plutôt qu'à travers de quoi j'ai de l'air. Parce que le genre, c'est à travers de quoi j'ai de l'air, tandis que qui je suis fondamentalement, c'est à travers mes mots, mes paroles, mes actions elles-mêmes, tu sais. Mais en plus, j'avais jamais réfléchi ça comme ça, mais avec ce que tu dis, c'est comme on nous met tellement des étiquettes tout le temps, puis c'est vrai que le physique, c'est aussi une étiquette qu'on se met, veut pas. C'est vrai que ça va jusque-là, tu sais. Oui. Puis on s'attend aussi à ce que tu sois dans cette petite case-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est hyper confrontant pour des personnes, mettons, qui sont plus conservatrices, là, tu sais. Pensez à mes parents, ça peut être le cas, tu sais, mais n'importe qui est dans un milieu, justement, qui est plus conservateur, tu sais. Mais qui va voir, mettons, justement, tu sais, mettons... Oui, ben, je peux prendre un exemple sur moi. Mettons, quelqu'un avec le sexe masculin qui va porter des boucles d'oreilles, qui va avoir du maquillage au visage, tout ça, puis qui va porter, disons, mettons, une robe. Ben, il y a de quoi où, si t'es dans une pensée conservatrice, il va avoir comme un clash avec ce à quoi t'es habitué de voir. Puis c'est quelque chose que tu comprends pas parce que t'as jamais été porté à le considérer, tu sais. Fait que vu que t'es pas capable de traiter cette information-là, t'aimes mieux être en opposition avec l'information que d'essayer de la comprendre aussi. Parce que dans la pensée conservatrice, les acquis du passé sont la bonne chose à faire puisque toi, aujourd'hui, tu es dans la position dans laquelle tu es par ce qui est déjà arrivé avant toi, tu sais. Fait que c'est la sécurité, là. C'est rassurant confort. de rester dans ce qu'on connaît puis pas sortir de ça, tu sais. Oui. Fait que c'est bien normal qu'avec la pensée conservatrice, justement, on n'ait pas la volonté de tendre la main parce que tu viens d'une philosophie qui est basée comme ça. Fait que, tu sais, les personnes, là, les prolétaires conservateurs, au final, ces personnes-là sont pas nécessairement problématiques, tu sais. Elles répondent à une culture qui les a bâties comme ça, puis qui font que ces personnes-là ont ces réflexes-là aussi. Fait qu'elles sont plutôt condamnées par la manière qu'on les a amenées à réfléchir à ces manières-là d'agir aussi, tu sais. Oui, moi, ce que j'ai plus de misère à comprendre, c'est... Mettons que tu es face à quelque chose que tu comprends pas. Ouais. Tu peux accepter que tu le comprends pas, mais pas nécessairement te braquer ou que ça te mette en colère. Ou... Tu sais, je comprends pas le manque d'empathie, en fait. Le manque de... J'ai l'impression que tu peux être face à une situation que tu comprends pas puis avoir de l'empathie, tu sais, quand même. C'est ça que moi, j'ai de la misère à comprendre, des fois. Oui, mais c'est que l'empathie... vu que dans ce cas-ci, c'est un peu justement tendre la main à l'autre, Ouais. ben il y a une volonté de progrès là-dedans. Ouais. Parce que tu vas vers l'avant. Ouais. Mais là, si on parle d'une personne qui a une philosophie conservatrice, cette personne-là ne peut pas te tendre la main. Parce qu'elle ne fait pas ça. Ouais. Fait il faut pas s'attendre à ce qu'une personne conservatrice ait une volonté nécessairement de tendre la main. Elle peut le faire. Mais il faut pas s'attendre à ce que naturellement elle soit portée à ça, parce que ça fait pas partie de sa philosophie, là, tu sais. Fait que dans ce cas-ci, c'est plutôt qu'est-ce qui amène à avoir la pensée conservatrice, qu'est-ce qui nous mène là, tu sais. C'est quoi qui est à l'origine de cette pensée-là. Et donc, là, ça vient être directement en lien avec, mettons, l'identité de genre, parce que tout se ramène à la construction sociale, puis la construction sociale qui est bâtie par le système dans lequel on est, qui est globalement un système capitaliste, mais qui est surtout dominé par la pensée patriarcale. Puis là, on vient au rapport avec le patriarcat. Mais c'est pas de nous au patriarcat direct, tu sais, ça passe à travers différentes étapes pour en arriver là, mais le patriarcat est responsable de certaines choses qui découlent directement de cette pensée-là, puis qui, grosso modo, entourent tout ce qui se passe sur la planète Terre aujourd'hui, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, le responsable, il est pas tant l'autre, là, il est même pas le politicien hyper, tu sais, avec des propos, tu sais, misogynes, racistes, xénophobes, peu importe, tu sais. C'est même pas ce politicien-là tant, tu sais,
plus un outil du système, un outil de la pensée elle-même. Oui, mais après ça, chaque citoyen a le devoir de faire, de se remettre en question. Tu sais, je veux dire, c'est facile de dire on a été formaté là-dedans, on reste là-dedans, mais il y a quand même un petit devoir à faire de son côté, là. Oui, mais c'est le rapport avec si la structure elle-même, la structure sociale, est bâtie par, mettons, le patriarcat, la pensée patriarcale. Si tout découle de ça, ben si on élit des politiciens et des politiciennes qui vont à l'encontre de ça, puis qui veulent faire évoluer les choses, mais puisqu'elles évoluent dans un cadre qui lui-même a été bâti fondamentalement par le patriarcat, ben on se sortira jamais d'un contexte patriarcal, point. Et donc, partant de ça, la nécessité pour se défaire du patriarcat, c'est de renverser le système, de renverser l'ordre social au complet. Puis là, on tombe dans la pensée, mettons, anarchique ou féministe, de la terreur féministe, là, du terrorisme féministe. Puis c'est ça, ça a été étudié, puis encore aujourd'hui, dans les universités, tout ça, à travers plusieurs essais, mais on est encore en train de voir comment les mouvements sociaux dans le temps qui ont mené, mettons, à la Révolution française ou à des renversements, tout ça, comment est-ce que on pourrait voir le monde être complètement renversé pour apporter une nouvelle vision dans la globalité. Mais là, tu sais, ça, c'est par rapport à moi, ce que je pense ultimement qui est une réelle solution pour se rendre là. C'est comme le renversement complet de l'ordre social et donc de l'institution, peu importe c'est laquelle, ce qui devient juste, au même titre que la proposition de l'anarchie, quelque chose qui peut être mis en théorie parce qu'en pratique, c'est tellement présent que c'est impossible qu'on se rende là, tu sais. Mais tu penses pas que ça puisse arriver d'une manière... Tu sais, mettons, avec la Révolution tranquille, on a tellement évolué, je veux dire, on n'est pas sorti du problème, mais on a quand même vraiment beaucoup évolué. J'ai quand même... Puis c'est ça le discours que j'entends le plus autour de moi, mettons, des féministes ou des gens qui sont très patients, et de se dire que plus le temps va aller, plus on va réussir à... T'sais, après ça, des fois, je trouve qu'on recule pas mal, là. Mais est-ce que tu penses que c'est une option? De juste comme tranquillement, les choses changent de génération en génération. Avec l'éducation et tout, on pourrait sans nécessairement l'anarchie. Ben c'est ça, c'est que les humains sont dans un contexte de domination depuis qu'on a été embarqué dans une organisation sur un territoire donné. Fait que du moment qu'on a commencé à partager les territoires, il y a eu domination des humains. Fait qu'à partir du moment où c'est arrivé, c'est comme s'il n'y a plus de capacité de retour en arrière. Fait qu'il y aura toujours un rapport de domination. Puis le rapport de domination, lui, est une des différentes marches qui mènent au haut de la pyramide du patriarcat dans ce cas-ci, tu sais. Fait que la domination des gens est pas intrinsèque à la condition humaine. C'est ça que je pense. C'est qu'on n'est pas condamné à être dominé ou à ce qu'il y ait un certain groupe qui soit en position de domination. Mais on est condamné dans la structure dans laquelle on est pogné à ce qu'il y ait toujours ce rapport-là tant que la structure n'est pas déboîtée elle-même. Parce qu'avant qu'on soit dans une division du territoire, lorsqu'on était plus dans un contexte nomade ou sédentaire, ben il y avait une organisation qui était dans certains rapports, mais qui n'était pas directement la domination des autres. C'était plus dans un contexte de survie ou de rapport avec la nature elle-même, tu sais. Fait que ça, c'est possible, c'est déjà arrivé. Mais dès qu'il y a eu justement possession du territoire, créer des frontières, les nations, puis tout ça, ben c'est devenu impossible, selon moi, de revenir à ce qu'en était au départ, tant qu'on ne détruit pas la mentalité de la nécessité de possession de quelque chose, tu sais. C'est intéressant quand même. Mais tout ça est quand même relié au genre pareil, tu sais.
Ouais. Parce que ça fait partie de, c'est ça, là. De l'équation. Ouais. Mais dans une autre sphère, dans une sphère précise, mais c'est ramené à ça quand même, tu sais. C'est le rapport à la domination de la pensée sur la condition humaine, tu sais. Fait que c'est comme une certaine forme d'esclavagisme de la pensée ou des comportements d'une certaine manière, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais, tu sais, si on n'est pas dans un contexte de grande conspiration ou tout ça, là, tu sais. Non, C'est tel quel, ce qui nous entoure est bâti comme ça, mais c'est comme immense, mais quand on prend la peine de le considérer, c'est vrai qu'on est comme pogné un peu dans une patente pareille, tu sais. Mais il y en a beaucoup qui disent que le capitalisme, ça va mourir, là. Éventuellement, ça va se transformer en autre chose, là. Je pense que personne pense que ça peut continuer encore bien longtemps. C'est pas bâti pour durer vraiment, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que y a des récessions aussi qui arrivent, parce que les récessions, tu sais, si l'argent grossit en valeur de manière exponentielle, il y a un moment donné où elle n'aura plus jamais de valeur. Fait que, tu sais, en ayant des récessions aussi, ça fait chuter la valeur un peu de l'argent pendant un certain temps pour que l'exponentialité soit freinée pendant un petit moment pour qu'elle puisse se remettre à grandir après, tu sais. Fait que, on est obligé de bouger l'économie avec des récessions pour être en mesure que le système capitaliste puisse continuer de fonctionner. Fait que, tu sais, dans sa forme elle-même, il n'est pas bâti pour être capable de perdurer vraiment. Mais le but, c'est un peu d'essayer de le faire perdurer le plus longtemps possible pour les personnes qui réussissent à profiter de ça quand même, tu sais. Ouais. Ce qui est bien compréhensible quand tu considères la position dans laquelle ce gang-là sont, tu sais. Ouais, mais ça prend un manque d'humanité un peu à quelque part, là, mais... Oui, c'est ça. Oui, absolument, là. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais je pense que si c'est pour prendre le bord, la manière qu'on peut se garantir que ça finisse par arriver, c'est avec, mettons, les catastrophes naturelles, puis l'accumulation de tout ça, ou... Malheureusement, là. Puis oui, c'est ça, là, c'est comme, on parle de catastrophes, là, tu sais. Mais vu que ça va s'accumuler de plus en plus, tu sais, on sait pas exactement qu'est-ce qui va en être quand on sera plus vieille, tu sais. On verra, tu sais. Ouais. Mais du moins, avec quelques centaines d'années davantage, tu sais, ça va brasser d'une autre manière, tu sais. Ça va, À 100%. ça va changer un peu comment tout ça va se passer. Fait qu'il pourrait avoir comme un changement par rapport à la forme, du moins, de capitalisme qu'on connaît aujourd'hui, tu sais. Ça va plus être exactement ça, parce que le rapport, justement, avec le territoire qui se détruit ou qui se transforme, ou même les gens à l'intérieur de ce territoire-là, s'il y a une perte des ressources, comment qu'on finit par survivre pareil, tu sais. Ouais. Il y aura un certain changement forcé par l'impact de la nature sur les conditions dans lesquelles on est, tu sais. Absolument. Fait que ça viendra comme ça, peut-être bien, tu sais. On verra bien. On verra bien. On a assez hâte. Ouais, c'est ça, c'est le fun. Yeah. Qui avait raison, finalement. Oui, c'est ça. C'est quoi? Aïe. Puis j'aimerais ça revenir à quelque chose que tu as dit un peu plus tôt. Si tu es à l'aise d'en parler un peu de... Oui. T'as nommé que tes parents étaient plus conservateurs. Oui. Ça a comment a évolué, mettons, la relation avec eux? Est-ce que tu as dit que tu as fait un coming out? Est-ce que tu leur as annoncé? Ça a été quoi leur réaction? Moi, j'ai pas fait de coming out, en fait. T'en as pas fait, OK. C'est que... Oui, c'est ça. C'est que j'ai pas jamais fait vraiment de coming out directement. OK. Parce que, c'est ça, j'ai comme... Ben, c'est ça. Pour moi, c'est beaucoup trop confrontant déjà de vivre un coming out ou parler de quoi que ce soit qui a rapport à mon identité de genre avec mes parents. C'est... Ben, déjà, à base, mettons, c'est malaisant, oui. En dehors d'être malaisant, je suis zéro confortable. Fait que c'est inconfortable aussi. Puis, il y a une place aussi où je considère où ce que mes parents sont dans leur pensée, mais il y a une place où, dans leur vision à eux, je serai toujours leur garçon, tu sais. Je vais toujours être leur petit gars. Puis une fois que je suis capable d'accepter que ces deux-là vont avoir cette vision-là de moi, ben je suis quand même capable d'être exactement la personne que je suis, pareil, tu sais. Ils vont juste toujours m'appeler comme ça. Puis ça va être ça. Puis ça va être bien correct quand même, tu sais. Parce que
Ça va être bien correct quand même. Ben oui, ça va être bien correct quand même. C'est mes parents, ils me voient comme ça. C'est ça, ils sont de même, tu sais. J'aime mes parents comme les deux sont, peu importe, tu sais. Ils viennent avec ce package deal-là, d'avoir cette vision-là. J'ai pas de travail à faire pour les changer. S'ils veulent changer, c'est leur rôle de changer, puis ils sont pas tant dans une volonté de changer que ça. Fait que ça, c'est eux autres aussi, puis ils correspondent à ça, puis c'est bien parfait, justement. Fait que j'ai pas de soucis à travers ça, tu sais. Mais ça doit quand même t'affecter un peu. Ben, si j'étais dans un contexte où mon entourage était pas dans cette ouverture-là par rapport à l'identité de genre, ce serait différent. Mais vu que j'ai beaucoup d'amis qui font partie de la communauté queer en général, ben, je suis vraiment à l'aise de pouvoir être, mettons, la personne que j'ai envie d'être à chaque jour, sans souci, tu sais. Fait que c'est correct, j'ai comme un exutoire naturel qui existe dans une famille choisie qui est remplie d'amour. Puis j'ai autant d'amour que je reçois de mes parents, mais qui est une différente forme d'amour, qui est exprimée d'une manière différente aussi. Puis c'est bien correct que ce soit ça, tu sais. Mes parents, je crois qu'ils ont comme fini par comprendre ou computer que je suis, mettons, non-binaire parce qu'à travers certains posts sur Facebook qui ont été faits, qui me présentent avec, mettons, certaines bios, tu sais, j'ai des bios où volontairement, mettons, c'est juste neutre, fait qu'il n'y a rien qui est dit par rapport à ma non-binarité, mais j'ai d'autres bios où c'est clair ma non-binarité dedans, tu sais. C'est voulu que ce soit ça, parce que c'est pour des contextes queer où on me demande à ce que ce soit clair aussi, tu sais. Bon, en tout cas, toute une phase là-dessus, tu sais. Mais je pense que ce que je veux dire, que mes parents ils ont compris à travers des posts Facebook. Tu leur as jamais dit? Je leur en ai jamais parlé directement, non. Puis je juge pas que j'ai le besoin de leur dire directement, parce que si j'avais ressenti le besoin de leur dire, j'aurais agi sur ce besoin-là. Mais j'ai pas besoin de le faire, tu sais. Fait que c'est ça, je pense qu'ils l'ont compris à travers différents bouts, tu sais, ici et là. Puis, mettons, dans mon show, mon premier show solo, Un chien en laisse qui jappe, c'est un peu mentionné, mais c'est comme juste en filigrane, c'est un peu là. Mais dans d'autres shows queer auxquels j'ai participé, ben, tu sais, forcément, il fallait que j'aie une raison de pouvoir être là aussi. Fait que peut-être qu'ils considéraient ça un peu. Mais dans mon deuxième spectacle solo, qui s'en vient en février, ben là, les deux sujets dont le spectacle parle, ben c'est un spectacle sur l'identité. Mais ça s'appelle Le Québec est un pays scandinave, mais le sous-titre, c'est Gabriel est une personne non-binaire, tu sais. C'est comme si le Québec peut être un pays scandinave, Gabriel peut être une personne non-binaire aussi. Ah, c'est bon. Fait que c'est comme dans la définition, le rapport avec l'identité. Fait qu'à travers le Québec qui, à cause de l'échec culturel du Québec dû à l'américanisation de masse, le Québec se cherche une identité. Et donc, à travers le Québec qui cherche une certaine identité, tout ça, ben, il y a la découverte de mon identité, de genre aussi, dans tout ça. Fait que je mets les deux en parallèle. C'est ça le narratif du spectacle. Voilà. Wow. Fait que là, mes parents, ils vont voir ce show-là. Ils vont venir l'écouter. Puis là, ils vont comme entendre des affaires, tu sais. Fait que si, mettons, la plus grande part de coming out que mes parents reçoivent sur mon identité de genre, c'est à travers un spectacle que je fais ou quelque chose d'artistique, mais qui est documentaire, qui parle directement de moi, ben ça me fait plaisir que ce soit à travers un show, tu sais, que j'ai écrit. J'aime autant mieux que ce soit ça que de vivre un contexte de discussion où, ben, et personne n'est à l'aise, mais qu'il n'y a rien qui est avancé ou quoi que ce soit, tu sais. Tandis que si je peux prendre le temps de, comme je prends le temps de parler au public quand je fais un spectacle, ben de parler à ces deux-là qui sont dans la salle, ben c'est déjà un peu, mettons, une forme qui, pour moi, a plus de sens à travers qui je suis, tu sais. Puis ça, sachant qu'ils sont dans la salle, est-ce que ça va te stresser un peu ou pas du tout? Oui, c'est sûr que ça a un impact supplémentaire. Mais ça teinte mon interprétation. Puis comment je me sens avant de commencer le spectacle, là, puis comment je me sens pendant le spectacle.
J'ai fait une sortie de résidence, les chantiers construction artistique à Québec, OK. qui est comme une présentation de... 2 présentations dans la même journée de des extraits d'un spectacle qui est en construction, justement. Puis j'avais présenté des extraits de Le Québec est un pays scandinave. Mon père n'a pas vu le show parce qu'il travaille la semaine, il n'était pas à Québec. Mais ma mère est venue voir ça. Et ma mère l'a vu. Puis j'ai fait 2 représentations dans la journée. Fait qu'il y en a une où ma mère n'était pas là, puis il y en a une où elle était là. Puis c'est ça, ça l'a eu quand même... Tu sais, je savais que quand on entrait là, dans les moments dans cet essai-là que j'ai fait, où ça parlait de genre, puis tout ça, je pensais à ma mère qui était dans la salle, puis ce serait quoi, mettons, sa vision de ça, puis tout ça, tu sais. Fait qu'elle, elle l'a pris plus difficilement, tu sais. OK. Mais je m'attendais bien à ce qu'elle prenne difficilement. Quand tu dis qu'elle a pris difficilement, t'en as-tu reparlé après? Pas directement après, elle m'a juste fait comprendre qu'elle avait pas apprécié ça, tu sais. OK. Mais on a fini par en parler après parce qu'à un moment donné, on revenait d'un spectacle que j'avais fait à Québec où elle puis mon cousin sont venus me voir en spectacle. Puis mon cousin, il a comme demandé spontanément à ma mère, « Puis comment t'as trouvé ça, ce que Gabriel lui a présenté là, au chantier? » J'ai fait, j'en ai jamais vraiment parlé à Gabriel, là, mais j'ai pas aimé ça trop tôt. C'était trash. Mais tu sais, c'était trash. Il y a rien de... Il y a rien de trash au sens où on l'entend. Tu sais, quand on dit trash, mettons, il y a rien de trash dans le show. Mais c'est C'est comment elle l'a reçu, c'était trash. Oui, mettons. c'est ça. Ouais. C'était quoi de trash pour elle. C'est ça. Puis là, elle a dit d'autres affaires, mettons. Mais au final, le petit résumé de ce qu'elle a dit, c'est quand même que... c'est ça. Elle avait pas apprécié ça particulièrement, mais comme, tu sais, elle m'aime beaucoup. Elle sait que les gens aiment ce que je fais artistiquement aussi, puis que ça fonctionne, puis que j'ai quand même rêvé de faire ça dans ma vie, puis c'est ça que je fais maintenant. Fait qu'elle a un respect pour qui je suis, tu sais. Mm-hmm. Puis je suis enfant unique aussi, là. Fait qu'elle m'aime vraiment beaucoup, tu sais. Fait que c'est à travers tout ça un peu qu'elle se place, tu sais. Fait que c'est un peu... Un tourbillon de... Ouais, il y a comme beaucoup de jonglerie qui se passe à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais, vois-tu, ce que j'ai présenté au chantier, puis ce que je vais faire à premier acte, c'est comme 2 trucs quand même, tu sais. J'ai comme essayé beaucoup de choses, tu sais, puis finalement, c'est ça, je tombe dans le jeu vidéo, mettons, là, que je contrôle plus ça, c'était 0 là dans... Fait que je vais l'apporter d'une manière qui va être plus douce, sensible puis considérée, qui va peut-être être vue comme moins trash, mais il va peut-être avoir des petits bouts qu'elle va trouver trash, pareil, si elle trouve des trucs trash qui sont pas vraiment trash. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'est un peu là où j'en suis, tu sais. C'est comme nébuleux entre nous. Mm-hmm. Mais ça me fait penser. Je me relance moi-même sur de quoi, mais c'est que c'est comme si mes parents, mettons, ils attendent éperdument que je fasse mon coming out que je suis homosexuel. OK. Tu sais, souvent, il y a comme plein de questions de... Tu sais, je vais dire... je sais pas, là, il y a telle personne chez qui je vais aller, tu sais, puis ils sont comme, ouais, telle personne, tout ça, tu sais. Puis ils se rendent compte que, mettons, c'est une fille, tu sais. Ils sont comme, ah, OK, tu sais. Ils sont comme rassurés un peu, tu sais. Ou quand je dis, je sais pas, je parle de, mettons, P.O., qui est un de mes amis, qui est homosexuel, mais mettons, je nomme qui est homosexuel dans la conversation parce que c'est important pour l'histoire que je nomme qui est homosexuel. Puis elle est comme, oui, tu sais, puis là, P.O. est homosexuel, tu sais, mais tu sais, toi, mettons, là, dans tout ça, tu sais, tu sais, ma mère va comme essayer d'utiliser des petits moments ou de serpenter autour de ce sujet-là pour comme vérifier, mais ça arrive plusieurs fois, mettons, dans une année, tu sais. OK. Pas souvent, là, mais ça arrive quelques fois ici et là. Puis à chaque fois, j'y renomme, mettons, c'est quoi mon attirance sexuelle, que je peux attirer sexuellement envers les hommes, mettons. Là, j'y nomme aussi simplement que ça. Puis ça lui fait plaisir à entendre parce que ça lui fait plaisir que je dise ça. Mais c'est comme si, mettons, elle attend quand même tout le temps le moment où ça se pourrait que finalement je dise je suis gay, mettons, ou je suis bisexuel. Puis là,
c'est comme, ah, tu sais, on le savait, puis on va t'aimer quand même, tu sais. C'est comme si elle se prépare mentalement à vivre ce moment-là qui arrivera jamais. Mais tu penses qu'elle dirait « on le savait, on t'aimait quand même ». Ben là, c'est vite de même, je pense ça, tu sais, parce que ça fait hyper cliché, tu sais. Je comprends. Mais des fois, les choses sont clichés pour une raison, tu sais. Oui. Mais la non-binarité, si tu leur annonçais, là, ce serait pas nécessairement « on le savait, on t'aimait quand même ». C'est peut-être quelque chose de... Ben, ça peut être comme, ben, c'est de ça que tu parlais dans ton show, tu sais. En tout cas, tu sais, c'est une affaire de jeunes, tu sais, c'est pas trop clair, je comprends pas vraiment, tu sais. Puis là, en plus, vu que le rapport avec l'identité de genre, au final, c'est un rapport avec la société, Ouais. ben c'est sûr que moi qui l'explique, je l'explique un peu comme de manière théorique, tu sais, parce que c'est un objet qui est comme ça, qui est traité. Fait que là, je tombe dans le classique de moi qui parle d'un sujet à mes parents, mais qui est juste comme en explication théorique de tout ça, tu sais. Puis mes parents, ils sont pas dans la théorie des choses ou dans la réflexion complexe. Ok, ouais. Puis je prétends pas que j'ai une réflexion complexe sur des Ben, trucs. quand tu sais. même, je peux dire que oui. Ben là, T'sais, ben... non, mais non, dans ben, le sens que- non, mais c'est pas tout le monde qui prend le temps de réfléchir aux choses, de déconstruire t'sais, certains concepts et tout. Fait que, Oui, non, c'est quand ça. même. C'est ça. Ben ça, mettons, sont habitués que je le fasse, mais ils ont personne dans leur entourage, mettons, Ouais. qui parle de même ou qui prend des avenues comme ça, conversationnellement, quand on parle de des affaires pour expliquer des choses, tu sais. Fait que là, si je venais à leur en parler de ça, ça ferait un peu genre juste, ils entendent le son de Gabriel qui parle, mais sans computer le truc, tu sais. Je comprends. Puis pas qu'ils n'ont pas la capacité de le computer, parce qu'ils ont vraiment la capacité de le faire. Mais juste par habitude de m'entendre partir sur de quoi, ben c'est juste genre, bon, c'est Gabriel qui est encore parti sur de quoi, tu sais. OK. Puis ça, c'est une analyse vite, ça se peut que ça se passerait zéro de même, tu sais. Mais j'ai genre un pressentiment que je l'imagine dans ma tête, mettons. C'est la première fois que je le considère à ce point-là, en parlant avec toi. Puis j'ai un peu l'impression que, grosso modo, on serait dans cette zone-là, mettons, tu sais. Ouais, Ouais. je comprends. Désolée pour cette fin d'épisode abrupte, mais si vous avez envie d'écouter la suite, restez à l'affût, ça sort la semaine prochaine et moi je vous dis à bientôt. Allô tout le monde, un petit message pour vous dire que si vous aussi vous avez envie de venir parler de votre sexualité à mon micro, ben n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez voir sur chaque plateforme d'écoute dans la description, je mets toutes les informations, donc vous pouvez me rejoindre par courriel, sur la page Facebook ou Instagram du podcast. J'aimerais vraiment ça que vous m'écriviez parce que veux pas, vous avez sûrement remarqué, je reçois principalement des artistes, des gens de théâtre, ce qui est formidable, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir élargir la discussion avec des gens de tous les horizons. Puis pour ça, ben j'ai besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci!